Bye à Chaldeon. Bonsoir. Donc je vous propose qu'on débute ce conseil municipal. Je vais faire lecture des pouvoirs. Donc on en a 3. Donc un pouvoir de Otanio Panchica pour Florence Crépin, de Gauthier Naf pour Marion Duprat et de Pierre Bideguin pour Jean-Pierre Lehmann. Je désigne secrétaire de séance, comme d'habitude, Antion Billotte, et on passe au premier point des affaires générales. L'approbation du procès verbal de la séance du conseil municipal du 22 septembre. Y a-t-il des observations ou des questions? Je vois qu'il n'y en a pas. Passons au vote. Qui s'abstient, qui est contre, c'est adopté. Je vous remercie. Point 2, compte rendu de la délégation du conseil municipal au maire. Cette délégation m'a permis de signer 2 avenants dans le cadre des travaux d'extension de l'école Marignella, un avenant dans le cadre des travaux d'extension des ateliers municipaux, des conventions de mise à disposition de salles dans différents bâtiments communaux pour des associations, 2 subventions pour des travaux dans le cadre du programme d'intérêt général autonomie, un avenant dans le cadre du marché de voirie pour augmenter le maximum annuel pour l'année 2022 et un prêt d'un montant de 500 000 € sur 15 ans à un taux de 2,78%. Des questions, des remarques? Je vois qu'il n'y en a pas. Je précise qu'on a quand même, que j'ai quand même signé 41 conventions de mise à disposition de salles, différentes associations. Elles sont toutes gratuites. Et donc là, il n'y a pas de remarques. Je vous remercie. Donc on passe au point 3, modification du règlement intérieur du conseil municipal. Par cette délibération, il s'agit d'approuver la modification du règlement intérieur du conseil municipal qui prend compte de l'évolution de la réglementation en matière de publicité des actes administratifs, délibérations et arrêtés. On l'a passé en commission. Oui, Monsieur Perry. Monsieur le maire, merci. Nous avons évoqué le sujet en commission, donc c'est le fameux article qui dit que je vous fais en substance, dans les communes de 1000 habitants ou plus, oui, lorsque sur le site des informations générales sur les réalisations, etc., sont diffusées, une place doit être ouverte aux élus non majoritaires. Vous m'aviez dit que vous regarderiez la jurisprudence. Oui, d'accord. Donc on a bien regardé. Donc oui, le règlement stipule bien ça. C'est à chaque fois qu'il y a des réalisations et à chaque fois qu'on parle de réalisation et de la gestion municipale. La difficulté, c'est de différencier ce qu'est de la gestion et de la réalisation et ce qui ne l'est pas. On s'est renseigné et on a essayé de voir dans les communes avoisinantes comment est appliquée cette règle. Donc la plupart ne l'appliquent pas. Certains l'appliquent, mais de manière complètement différente. Je rappelle quand même que les groupes d'opposition ont une page sur le magazine municipal qui est reprise sur le site internet, que l'ensemble des interventions du conseil municipal qui sont filmées et les interventions des membres de l'opposition aussi sont repris et mis en ligne sur le site de la ville. Maintenant, cette question, on peut l'aborder dans une autre commission du règlement intérieur pour voir quelles pourraient être les modalités de mise en place de cette règle qui est, je pense que pour tout le monde, assez compliquée à mettre en place, mais pas fermée à la réflexion. Ok, je ne percevais pas la complication, comme vous le dites. Ok, merci monsieur le maire. Donc on va adopter cette modification. Qui s'abstient, qui est contre, et c'est adopté à l'unanimité. Je vous remercie. Approbation, donc point 4, approbation du protocole d'intervention pour la fermeture préventive de la corniche basque. Rapporteur à monsieur Dufour. Gabon, bonsoir. Il s'agit d'autoriser monsieur le maire à signer un protocole avec la préfecture et département, les communes d'Urugne et d'Andaille pour les modalités de fermeture de la route de la corniche en cas de conditions météorologiques de houle ou de pluie défavorables. On en a parlé en commission urbanisme et voirie. Voilà. Bon, le but, c'est de valider. Est-ce qu'il y a des questions? Vas-y. Moi, juste comme tu dis, on en a parlé en conseil, en commission.
Par contre, ce qui m'interpelle un petit peu, c'est qu'on n'en parle pas là, et c'est que sur la presse, j'ai lu que normalement, suite au mauvais temps, le lendemain, normalement, les services de l'État devaient aller contrôler le pied de falaise pour savoir si on ouvrait ou non cette route de la Corniche. Parce que je crois que c'est très important qu'elle reste ouverte, parce que pour les gens endaillés, simouriens qui se déplacent, je crois que c'est très important, et ne pas avoir tout sur la départementale en surcharge. Par contre, ce qui m'interpelle un petit peu, je ne vais pas critiquer les services de l'État, mais est-ce qu'on a des garanties que le lendemain du mauvais temps, ils vont aller voir en bas du pied de la falaise, qu'ils n'aillent pas une semaine après, quoi, hein, et qu'on reste, alors qu'il fait beau, avec la corniche fermée. Voilà, c'est un petit peu ça. Oui, c'est le département, à vrai dire, qui doit contrôler et qui doit permettre la réouverture de cette route qui est une départementale. Et donc, un minima, par rapport à ce qui est écrit dans la convention, c'est 24 heures après les intempéries. Il faut laisser passer 24 heures d'intempéries pour aller contrôler. Dans les différentes réunions COPI ou COTEC qui a eu lieu, ce qui était acté aussi, c'est que les services du département puissent faire un contrôle aussi via drone pour accélérer aussi le contrôle, parce que pour aller en pied de falaise, ça prend du temps. Donc non, on n'a aucune garantie, mais je pense que les services du département feront tout leur possible pour pouvoir ouvrir au plus tôt cette départementale, si les conditions météorologiques le permettent. Merci, monsieur le maire. Donc on passe au vote. Qui s'abstient, qui est contre, et c'est adopté. On passe au point 5, convention à la communauté d'agglomération Pays Basque pour la réalisation des points d'apport volontaires. Rapporteur monsieur Dufault. Par cette délibération, il s'agit d'autoriser monsieur le maire à signer une convention avec la CAPB pour le financement par la commune des dispositifs de collecte. Alors, pour une harmonie sur la commune, nous avons souhaité n'avoir que des conteneurs enterrés, alors que la CAPB recommandait par endroit des conteneurs semi-enterrés. Le règlement de la CAPB prévoit que dans ce cas, la commune prend à sa charge la différence de coût. Ça représente une somme de 63 352,55 € à la charge de la commune pour 5 sites. Est-ce qu'il y a des questions ou des remarques? Juste une, c'était pour savoir combien il en manque encore. Et puis si vous avez des remontées pour voir si ça plaît aux gens, si ça leur convient comme formule, un petit peu, et puis savoir combien il en manque, quoi. Donc il en manque, par rapport au schéma de base qui avait été réfléchi avec les services de l'agglomération, il en manque 3. Donc il en manquerait un en centre-ville. Pas pour des questions de capacité, parce qu'on a augmenté la capacité des gens en centre-ville, mais pour un maillage un peu plus dense en centre-ville. Il en manque un à Venue de l'Escale, et il en manque un aux alentours d'Abadi d'Arast, dans la zone d'Abadi d'Arast. Ça, c'est par rapport au schéma de base, et après, avec les remontées qu'on a, on essaye aussi de voir, d'essayer de densifier un peu plus le maillage de ces points d'apport volontaires. Donc il y en a 1, 2, 3 qui sont à l'étude pour essayer d'apporter un peu plus de densifier le maillage, parce que les remarques qu'on a, c'est sur les rues où le porte-à-porte s'est arrêté, c'est d'essayer de mettre des points d'apport volontaires les plus près possible. Voilà. On essaye de ne pas les mettre à 500 mètres de logement. Mais c'est un travail assez difficile, étant donné qu'on a peu de foncier. Vous maîtrisez très bien le sujet, étant donné que vous étiez adjoint aux travaux. Très peu de foncier public. Et tout foncier ne permet pas d'accueillir des points d'apport volontaires, surtout parce qu'on a cette exigence de mettre seulement des points d'apport volontaires enterrés. Et c'est pas parce qu'il y a de la place en surface qu'il y a de la place sous terre, parce qu'on a des réseaux de tout type. Et c'est assez difficile de trouver des voilà. Merci, monsieur le maire. Y a-t-il d'autres remarques? Il n'y en a pas. Je propose qu'on passe au vote. Qui s'abstient, qui est contre, et c'est adopté, je vous remercie. Merci. L'ancienne école Aristide Briand, approbation du bail à réhabilitation affecté à l'office 64 de l'habitat. Le rapporteur, toujours, monsieur Dufault. Il s'agit d'approuver la promesse de bail à réhabilitation avec l'office 64 de l'habitat pour le bâtiment Aristide Briand. Par ce bail est prévue la réalisation de 8 logements sur les premiers et deuxième étages. La commune ne percevra pas la redevance annuelle de 5 000 € évaluée par les domaines.
La somme correspondante de 275 000 € pourrait être déduite des pénalités SRU dues à la commune. Est-ce qu'il y a des questions, des remarques? Oui, Madame Duverbier. Merci, Monsieur le maire. Notre réflexion sur cette délibération porte sur 2 points. Pour ce qui est de la destination de ce bâtiment libéré par le regroupement des écoles sur le site de Marinella, évidemment, nous sommes pour, puisque nous l'avons toujours envisagé, comme le moyen de créer du logement accessible. Pour preuve, sa destination affirmée au travers de notre travail sur le PLU, et aussi, ne l'oublions pas, cet engagement faisait partie du contrat de mixité sociale signé par la commune avec les services de l'État depuis 2018. Mais notre ambition ne s'arrêtait pas là, car notre projet prévoyait sur ce lieu un vrai pôle senior, avec une résidence senior, prévue 12 logements, des espaces dédiés aux activités des résidents et des extérieurs, ainsi que les services du CCAS. Le positionnement exceptionnel et unique de ce lieu, en plein cœur de ville, à proximité de toutes les commodités, était à l'évidence le moyen de donner le meilleur à nos aînés. Ce n'est pas le choix que vous avez retenu. Aussi, Françoise Albissure-Duvert, Henri Anido et moi-même, nous nous abstiendrons sur cette délibération. Oui, juste quelques rectificatifs. Notre projet initial aussi comportait 12 logements, comme le vôtre. Malheureusement, les différents services de l'État nous ont empêché, les exigences des différents services de l'État, c'est-à-dire l'ABF et la DDTM, nous ont obligés à réduire la voilure du projet, car la création de 12 logements supposait de créer un plancher supplémentaire sur le bâtiment avec des ouvertures, et l'ABF a refusé la création de ces ouvertures-là. Et le rez-de-chaussée aussi, là c'est la DDTM qui nous a fortement déconseillé de produire des logements sociaux, des logements tout court pour des questions de submersion. Rajoutez aussi qu'il y a un pôle aussi, ça ne sera pas un pôle senior, mais un pôle intergénérationnel plutôt, parce que l'affectation, donc sur ces 8 logements, il y en aura 4 qui seront dédiés à des seniors et 4 autres à des familles. Donc on parle de T2, de T3, des T2 plutôt pour les seniors, les T3 plutôt pour les familles. Et au rez-de-chaussée, une salle commune aussi est prévue pour animer aussi cette nouvelle copropriété, si on peut dire ça comme ça, mais qui est dissociée. Donc l'office portera la partie logement et la partie aménagement du rez-de-chaussée qui comportera une salle commune sera portée directement par la ville de Cibourg. Donc au final, on n'est pas loin, les deux projets ils sont quasi similaires. Nous avons juste apporté de l'intergénérationnel dans votre projet, qui à la base était intéressant aussi. Voilà. On a décidé d'apporter un autre élément, un peu de mixité. Juste une petite réponse, monsieur le maire. Vous avez donné d'ailleurs les 2 réponses à vos arguments. La première des choses, vous avez dit que pour les seniors, évidemment, c'était des T2, ce qui explique la possibilité que nous avions de créer 12 logements et pas 8, même si on avait eu, comme vous, la difficulté de ce double, ces planchers qui devaient être baissés, etc. Par rapport aux recommandations de la DTM, évidemment qu'il était déconseillé de faire des logements en rez-de-chaussée. Pour ce qui était des locaux du CCAS et des salles d'activité, la problématique n'était pas la même et c'était un problème que nous avions solutionné. Très bien. Donc, je vous propose qu'on passe au vote, s'il n'y a pas d'autres remarques ou d'observations. Donc, qui s'abstient, qui est contre, et c'est adopté. Je vous remercie. On passe au chapitre 2 des affaires financières. Premier point, budget principal, décision modificative, le rapporteur est monsieur Le Goff. Bonsoir. La présente délibération concerne une décision modificative numéro 2 avec différents mouvements de crédit. Tout cela a été détaillé en commission des finances et je peux répondre à vos éventuelles questions. Madame Duverbier.
plus de questions, puisque effectivement vous avez toutes répondu à toutes nos questions en commission finance sur le montant de ces ajustements. Toutes les réponses nous ont été données, donc rien ne nous alerte. Permettez-moi, Monsieur le maire, une précision pour une bonne compréhension de tous, puisque tout le monde n'est pas pointu sur les finances de la commune ou comment il faut monter un budget. Cette délibération est évidemment habituelle et elle permet d'affiner les montants inscrits lors du budget, ainsi d'anticiper les ajustements nécessaires à l'élaboration du compte administratif. Donc, évidemment, nous voterons pour cette délibération. Donc, y a-t-il d'autres remarques ou d'observations? Il n'y en a pas. Passons au vote. Qui s'abstient, qui est contre, et c'est adopté. On passe au deuxième point, admission en non-valeur. Rapporteur toujours, monsieur Lecorf. Il s'agit d'une délibération classique dont le montant est important cette année du fait de la mise en liquidation d'une société qui se trouvait sur un des locaux. Donc, admission en non-valeur pour autour de 20 000 euros et 19 876 euros pour une location de local qui n'a pas été payée. Pas de remarque? Pas de questions? On passe au vote. Qui s'abstient, qui est contre? C'est adopté à l'unanimité. Point 3, approbation du rapport de la commission locale d'évaluation des charges transférées. CLECT. La CLEC s'est réunie le 11 octobre pour évaluer les transferts de charges liés à la compétence GEMAPI et au financement des animations locales. La commune de Cibourg n'est pas concernée par ces transferts, néanmoins l'approbation du rapport de la CLEC en annexe est soumise au conseil municipal. Questions? Il n'y en a pas. C'est un peu normal. Cibourg n'est pas concerné directement. Donc on passe au vote. Qui s'abstient, qui est contre, et c'est adopté. Point 4, convention de la maîtrise d'ouvrage unique entre le syndicat intercommunal de la Basse-Vallée de l'Ounsine et de voirie de Cibourg et du Rugne et la commune de Cibourg. Travaux de voirie, promenade, Pierre Larretch. Rapporteur, monsieur Dufault. Ah non? Non, je me suis trompé, le rapporteur, monsieur Lecorf. Par cette délibération, il s'agit de conclure une convention avec le syndicat de la Basse-Vallée de l'Ounsine qui prévoit que la commune réalise des travaux de voirie avenue Pierre Larretch, qui sont financés par le syndicat à hauteur de 200 000 euros. Le syndicat a approuvé cette convention à l'unanimité le 8-11-2022. Oui, monsieur Lino. C'est juste, c'est ce qui va être produit, ça va être la continuité de la promenade qui a Pierre Larretch, à partir des commerces de là où on avait arrêté, nous, le projet déjà, qui avait été fait. C'est jusqu'au pont vénitien, je crois. Oui, c'est ça. C'est cette partie-là où il y a le choix de boules et tout ça, là. C'est tout ça qui va être... Jusqu'au bout, Ouais. jusqu'au raccordement à la départementale. Et il y a l'éclairage aussi qui est refait, ou aussi, je crois. L'éclairage Non, avait été refait déjà. ça avait été refait. Ouais, l'an dernier. Voilà, c'est la promenade entre les deux ponts de l'Ounsine. Donc, on passe au vote. Qui s'abstient, qui est contre, et c'est adopté. Point 5, constitution de provision pour risques et charges, créances douteuses. Il s'agit d'une opération comptable destinée à prévoir budgétairement et comptablement la non-réalisation d'une recette. Précédemment, cette opération ne donnait pas lieu à délibération. Cependant, la nouvelle trésorière souhaite désormais fonctionner par le biais d'une délibération. Ce sujet aussi a été abordé en commission finance. Donc, oui. Alors ça, j'ai pas très bien compris, en relisant la délibération, on nous dit que l'analyse effectuée conjointement avec le comptable et la commune des restes à recouvrer a permis d'identifier des créances devant faire l'objet d'une provision. Aussi, pour les années 2020 à 2021, il est proposé de constituer une provision de 14 287. Il n'y a pas une erreur sur les dates? On ne parle pas de 2022, on parle 2020 et 2021. Je sais pas, c'est peut-être une erreur de ma part, mais je trouve bizarre que des budgets, on parle de provisions sur des budgets qui sont clôturés.
Ouais, c'est ça. Non, c'est par rapport à des créances des années de 2020-2021. Non, les dates sont bonnes. Ah bon, bah, écoute, Voilà. c'est parce que j'avais pas Non, c'est-à-dire, compris la délibération. Il y a des créances qui traînent, on va dire. Et il y a une provision sur Et en les- provision entre 2020 et 2021, voilà, on estime qu'il faudrait qu'on provisionne 14 000 euros Ouais. au cas où. En 2022 donc. Oui, en 2022 pour Ah. des créances de 2020. Ah voilà, d'accord. C'était voilà, d'accord. Donc là, je comprends mieux. Oui, Merci. la Voilà, parce que formulation je ne pourrait comprenais pas qu'on aurait pu être un provisionne sur peu des plus claire. comptes administratifs déjà clôturés. Donc s'il n'y a pas d'autres questions, de remarques, on se vote, qui s'abstient, qui est contre, c'est adopté. 26. Mise en œuvre du reversement obligatoire du produit de la part communale de la taxe d'aménagement au profit de la communauté d'agglomération Pays Basque. La loi de finances 2022 impose de partager le produit de la taxe d'aménagement entre la commune et l'intercommunalité, la CAPB pour nous. Dans son pacte fiscal et financier, la CAPB a acté que ce partage ne concernait que les extensions de zones et les nouvelles zones. 100% de la taxe perçue de ces espaces sera reversée par la commune à la CAPB. Il s'agit d'approuver le principe, même si Cibourg ne devrait pas être concerné. Des remarques? Non, pas de questions. On passe au vote. Qui s'abstient, qui est contre, et c'est adopté. 27. Électrification rurale, programme article 8 2022, approbation du projet et du financement de la part communale, affaire numéro 21 EF 027. Alors pour les trois délibérations suivantes, 7, 8 et 9, elles concernent le programme d'enfouissement des réseaux pour l'avenue de la Rune. Comme d'habitude, il s'agit de confier au territoire d'énergie, ex-SDPA, la réalisation de ces travaux qui se répartissent en trois parties: enfouissement des réseaux électriques, de l'éclairage public et enfouissement des réseaux de téléphonie. Le montant total à la charge de la commune est de 342 000 euros. Monsieur Lido. C'est rare, mais aujourd'hui j'en ai des questions à poser. Eh bien oui, on voit ça. C'était juste pour savoir la venue de la Rune, parce que j'ai quelqu'un qui m'appelait cette semaine justement pour savoir si on avait une date approximative de la fin des travaux, parce qu'elle me dit c'est dans un état... Enfin, c'est normal, il y a le chantier, hein, et je me suis déplacé effectivement, c'est vrai que pour rouler c'est difficile pour les gens. Mais après, il y a le chantier où j'en conviens aussi. Hein. Oui, voilà. Voilà. C'est un chantier quand même Mais est-ce qu'on a une date assez approximative conséquent, parce que bon, là on parle seulement de la partie d'enfouissement des réseaux, Ouais. Des réseaux secs, mais le gros du chantier, c'est la reprise et la mise en séparatif des eaux usées. Ouais, ouais. Donc, qui quand même, avec la création d'un bassin de rétention sur la partie du Rugne. Donc c'est quand même un projet assez conséquent. Donc on a fait le point cette semaine avec les services techniques, et donc on pense pouvoir terminer l'aménagement complet pour fin février, début mars. Mais c'est une projection, sauf incident ou retard. Normalement, le calendrier, c'est celui-là. Voilà, je précise. Et comme la voirie est dégradée à cause des travaux, on avait demandé un engagement de l'agglo qui va mettre en place un bicouche temporaire en attendant qu'on reprenne la totalité de la voirie pour fixer la route telle qu'elle est aujourd'hui. Parce qu'on est bien conscient, c'est ce qu'on avait négocié dès le départ. Donc ça doit être fait, je crois, la semaine prochaine, de tête. Bon, déjà, ça va améliorer beaucoup. J'étais aujourd'hui... Oui, c'est... après... Je comprends qu'il y ait des travaux, mais je plains un petit peu les gens qui s'y roulent là-dessus, quoi, en voiture, tous les jours. Et bon, ça, je crois que c'est suite à un projet qui est depuis 13 ans en attente, c'est de récupérer toutes les eaux usées. Et c'est le conflit qu'on avait avec le bassin qu'il y avait en bas. C'est exactement ça. Et en plus d'avoir des travaux sur la route, il y a des travaux sur les parcelles privées, parce qu'il y a des concessions de passage sur les parcelles privées. C'est pour ça que c'est aussi complexe et que les travaux sont aussi longs. Il y a pas mal de traversées de parcelles privées. Donc les camions travaillent dans la boue, ils viennent sur ce qui reste de la route, et bon, voilà. Mais ils auront un boulevard après, derrière, donc voilà. Il faut qu'ils prennent leur mal en patience. On en a discuté avec eux, l'agglo fait au mieux, nous aussi, ça va arriver. Merci, monsieur Dufault. Bon. Donc, on va voter un par un.
Donc, on a 3 délibérations qui sont quasiment identiques, l'un comprenant l'électrification, l'autre l'éclairage public et le dernier la téléphonie. Donc, pour la délibération numéro 7, qui s'abstient, qui est contre, c'est approuvé. Délibération 8, qui s'abstient, qui est contre, c'est approuvé à l'unanimité. Et dernier, point 9, rapport 9, qui s'abstient, qui est contre, c'est adopté à l'unanimité. On passe au chapitre 3, personnel communal. Premier point, suppression d'emplois permanents. Par cette délibération, il vous est proposé de supprimer des emplois permanents qui ne sont plus pourvus suite à des départs à la retraite, à des promotions internes ou des avancements de grade. Le comité technique qui s'est réuni le 9 novembre a émis un avis favorable. Il n'y a pas de questions. Votre remarque, on passe au vote. Qui s'abstient, qui est contre, et c'est adopté. Point 2, création d'un emploi permanent. Il s'agit par cette délibération de créer un poste permanent d'adjoint administratif à compter du 1er décembre pour renforcer le service urbanisme qui fait face à une augmentation régulière de son activité. Des questions? Oui, M. Berry. Merci. Dans le cadre des travaux qui sont d'urbanisme ou études qui sont délégués à l'agglo, est-ce que certaines contributions des employés du service urbanisme de la ville sont défalquées ou... Oui, non. Certains pourraient s'étonner que alors que nous avons délégué, on soit obligé de renforcer encore les effectifs. En fait, proprement dit, ce n'est pas une délégation. C'est un service commun, c'est une mutualisation. Bon, en fait, qu'on facture. Donc, toutes les communes n'ont pas transféré ou n'ont pas mutualisé ce service-là. Et en fait, après, c'est une volonté de la commune de Cibourg aussi de préinstruire et de faire ce travail en amont pour vraiment border au mieux les différents documents d'urbanisme qui sont quand même un sujet assez sensible, en particulier sur notre commune. Ok, merci Monsieur le maire. Et à rajouter aussi, bon, on aura prochainement, on va passer à un vote de PLU. Le fait d'avoir un PLU aussi va ouvrir aussi des DIA et on va aussi gérer ce flux de DIA qui va tomber après l'approbation. Donc, je pense qu'on n'a pas voté, donc on passe au vote. Qui s'abstient, qui est contre, et c'est adopté à l'unanimité. Pardon. Service civique, point 3, service civique, demande d'agrément. Madame. Donc, par cette délibération, on vous propose donc d'approuver la mise en place du service civique au sein de la commune à compter du 1er janvier et donc d'autoriser Monsieur le maire à faire la demande d'agrément auprès des services de l'État, puisque pour rappel, un service civique, c'est en fait une mission qui permet de mobiliser donc, des jeunes sur des missions définies par la structure d'accueil. Un travail a commencé à être fait, en tout cas en lien avec le référent de la préfecture qui est en charge de ce dossier-là. L'objectif, c'est d'accueillir donc des jeunes, donc c'est la catégorie d'âge mission locale, même si c'est en condition de diplôme. C'est 16-25 ans et c'est relevé à 30 ans pour les personnes en situation de handicap. Un service civique donc, est affilié à un service donc, sur des postes, des missions, comme je l'ai dit, définies. En revanche, quand on demande un agrément, l'agrément est délivré pour l'ensemble de la commune. Et après, on peut avoir autant de services civiques qu'on le souhaite. Dans la délibération, vous avez tout, donc les critères d'éligibilité et le public cible. Et vous avez aussi les modalités d'indemnisation, en sachant que le montant qui est indiqué au niveau de la commune est un montant minimum et qui peut être relevé. On a eu cette discussion d'ailleurs en commission. Voilà. Des questions? C'est clair? Tout est clair. Donc on passe au vote. Qui s'abstient, qui est contre, c'est adopté à l'unanimité. On passe au chapitre 4, urbanisme, voirie, port et infrastructure. Premier point, avis préalable de la commune pour l'élaboration du plan local d'urbanisme avant approbation par la communauté d'agglomération Pays Basque. Je rappelle que nous avons repris l'élaboration du PLU qui avait été engagé en mai 2015 après l'annulation du premier PLU de Cibourg. Depuis sa reprise en juillet 2020, nous avons fait de son élaboration une priorité. En effet, c'est ce document qui détermine pour les 10 prochaines années les conditions du développement urbain de Cibourg
Il est donc éminemment stratégique et déterminant pour la ville. Il s'agit de proposer un document d'urbanisme capable de répondre aux besoins actuels et futurs de la ville en matière d'habitat, d'environnement, d'emploi, d'économie et de services. Le tout en valorisant les caractéristiques patrimoniales, architecturales et paysagères exceptionnelles de notre commune. Pour ce faire, nous avons mis à jour différents documents, dont la diagnostic communal et l'état initial de l'environnement. Bien sûr, c'est aussi le PADD qui a été actualisé et traduit sous forme réglementaire. Comme l'expose le PADD, nous avons voulu un PLU économe en ressources, particulièrement en foncier naturel, agricole et forestier. Cibourg, ville portuaire et balnéaire, du littoral basque, est dotée d'un patrimoine riche. Néanmoins, elle connaît depuis plusieurs décennies une attractivité forte qui induit un important déséquilibre sur son parc de logement. Un déséquilibre qui influe directement sur le contexte démographique et entraîne une baisse et un vieillissement de la population. Aussi, Cibourg est une commune en déficit de logements sociaux en application de la loi SRU. Pour autant, au vu du marché immobilier actuel, et comme sur le reste de la côte labourdine, ces logements sont les seuls accessibles à la plupart des Cibouriens. Ce PLU a pour objectif majeur de résorber cette situation tout en apportant des réponses aux enjeux économiques, environnementaux et climatiques. Enfin, de préserver l'identité patrimoniale de Cibourg, nous choisissons de construire le moins possible, mais en produisant plus de logements accessibles. Pour ce faire, nous avons fixé des taux ambitieux de production de logements accessibles. Nous construisons moins, mais nous construisons accessible. En effet, conscient des enjeux environnementaux et climatiques, c'est aussi la consommation d'espaces naturels, agricoles et forestiers que nous avons souhaité réduire de 50% par rapport à la consommation de la décennie précédente. Nous avons ainsi classé plus des 2/3 de la superficie de la ville en zone agricole, naturelle, forestière et en espace vert protégé. Par cet acte fort, c'est le patrimoine naturel de la ville que nous voulons préserver. D'autre part, pour ce qui est du développement économique, des outils ont été mis en place afin de préserver et de développer la vocation commerciale de certaines rues et quartiers. C'est le cas, par exemple, des linéaires de diversité commerciale. De même, le périmètre de gel de la ZAD de Lancan nous permettra de réfléchir à un aménagement global qui devra comprendre du logement, de l'activité économique et des services. Pour terminer, la zone UP, zone à vocation portuaire, permet de réaffirmer la vocation portuaire de notre commune. Je veux souligner aussi que le PLU que nous présentons aujourd'hui a fait l'objet d'une concertation par le biais de réunions publiques, de réunions de la commission d'urbanisme, de divers échanges entre élus et avec des associations de quartier. Une concertation jugée exemplaire par la Chambre régionale des comptes. Ce projet de PLU a été voté à l'unanimité le 23 septembre 2021 en conseil municipal de Cibourg, unanimité réitérée lors du vote en conseil communautaire. Il a ensuite été soumis à l'avis des personnes publiques associées, puis enquête publique. Concernant les avis des personnes publiques associées, tous les avis sont favorables et comportent différentes remarques. Le dossier de PLU a donc été complété et modifié sans remettre en cause l'économie générale du projet. Puis le PLU a été soumis à enquête publique du 4 avril 2022 au 4 mai 2022, afin que le public puisse formuler ses observations par écrit ou par voie dématérialisée. Le commissaire enquêteur a tenu 4 permanences et rendu son rapport et ses conclusions le 27 mai 2022. On relève 2135 consultations du document du PLU, 97 contributions, dont 48 émanant de 6 associations. Certaines de ces observations ont reçu un avis favorable et ont ainsi intégré le projet de PLU que nous vous présentons aujourd'hui. C'est-à-dire c'est plus de la moitié des observations qui ont été intégrées dans le PLU. Je souligne que dans ses conclusions, le commissaire enquêteur a émis un avis favorable au projet de PLU de Cibourg, assorti de 5 réserves qui ont été levées par la suite et de 7 recommandations qui, pour la majorité, ont été intégrées. C'est ainsi que nous vous proposons aujourd'hui un projet de PLU amendé par la contribution des PPA, c'est-à-dire des personnes publiques associées et du public, un PLU ambitieux construit avec les citoyens pour une ville dynamique, durable et respectueuse de ses ressources naturelles et patrimoniales. Pour terminer, je veux remercier l'ensemble des élus membres de la commission urbanisme,
Voirie, Port et Infrastructures, avec qui nous avons mené ce travail constructif. Et je remercie également les services de la ville de Cibourg, de la CPV et de l'APGL qui ont permis l'élaboration de ce PLU. Je vous remercie. Je passerai la parole à M. Dufont pour une partie un peu plus technique. Donc je vous propose de regarder, on va présenter un diaporama qui va résumer les points concrets de ce PLU. Donc un bref rappel de calendrier, Monsieur le maire l'a dit, mais le 20 mai 2015, la procédure a été prescrite par le conseil municipal de Cibourg. Puis en mars 2017, la procédure a été poursuivie par la CAPB. Le 10 avril 2021, débat sur les orientations générales du PADD en conseil communautaire. Le 2 octobre 2021, arrêt du projet de PLU et bilan de la concertation en conseil communautaire. Octobre 2021, janvier 2022, consultation des personnes publiques associées. Du 4 avril au 4 mai 2022, l'enquête publique. Nous sommes aujourd'hui en présentation du projet de PLU en conseil municipal et le 10 décembre sera présenté le projet de PLU pour approbation au conseil communautaire. Donc, les différents points. Le rappel des objectifs. 1. L'habitat. Le maire en a parlé. Il faut inverser les tendances de ces dernières années de baisse de la population et d'augmentation des résidences secondaires. Il faut favoriser le développement de résidences principales et enfin rattraper le déficit SRU avec un objectif de production de 500 logements. Sur le volet économique, l'objectif est de reconquérir l'attractivité commerciale du centre-ville, de conforter le dynamisme de la commune, un programme d'aménagement de la ZAD de Lancan et la confortation du port de pêche. Et en ce qui concerne les mobilités et les déplacements, l'objectif est d'adapter l'offre en équipement aux évolutions socio-démographiques, donc les modes doux, piétonisation du centre-ville historique et parcs de stationnement, vélo et auto. La suite des objectifs, en ce qui concerne le patrimoine et les ressources naturelles, le classement de plus de 2/3 du territoire communal en zone agricole, naturelle, forestière ou espace vert protégé, avec une protection des trames vertes et bleues, une préservation de l'eau et des zones humides, la valorisation des potentiels agricoles et le maintien des coupures d'urbanisation. En ce qui concerne la consommation des espaces naturels, agricoles et forestiers, la modération de 50% de la consommation par rapport aux 10 dernières années, soit 2,3 hectares. Le maintien au maximum de la ville dans son enveloppe en favorisant son renouvellement et l'extension limitée de l'urbanisation au sud de l'autoroute. En ce qui concerne le retour des personnes publiques associées, tous les avis sont favorables et comportent différentes remarques. Le dossier de PLU a donc été complété et modifié sans remettre en cause l'économie générale des orientations du projet pour permettre une meilleure justification du projet, une cohérence du scénario de développement retenu, choix des sites retenus et objectifs poursuivis, une meilleure prise en compte et justification de l'application des dispositions de la loi littorale, et enfin de compléter les indicateurs de suivi afin de mieux évaluer la mise en œuvre des objectifs poursuivis dans le temps. Au niveau de l'enquête publique, donc Monsieur le maire l'a dit, il y a eu 2135 consultations et 97 contributions, dont 48 qui émanent de 6 associations. Pour répondre à certaines observations, le projet de PLU a été complété, avec une justification des choix quant au secteur d'extension de l'urbanisation choisi, avec une analyse du potentiel de densification, la justification complémentaire de l'estimation des besoins en logement, la traduction de la loi littorale et des limitations de la coupure d'urbanisation, la précision sur les calculs de consommation foncière, le complément d'information quant aux risques, les compléments quant aux conditions de mobilité et déplacement,
la rectification d'erreurs matérielles, et enfin, l'ajustement et mise en cohérence des documents entre eux pour permettre une meilleure lisibilité. Donc sur les 97 remarques, le maire l'a évoqué tout à l'heure, 53 ont fait l'objet d'une modification ou d'un apport au projet, soit 55%, 40 n'ont pas eu d'effet, 40%, et 4 sont sans objet, qui représentent 5%. L'enquête publique toujours, des réponses défavorables à certaines observations ont été apportées. Des demandes individuelles de modification de classement de certaines parcelles non constructibles vers du constructible. Alors, elles ont été refusées si c'était contraire à la loi littorale ou si l'objectif de réduction de la consommation foncière et la préservation des trames vertes et bleues était engagé. La demande d'aménagement plus rapide de la ZAD de l'Ancan, c'est un temps qui est non compressible. La contestation de l'étude environnementale de l'OAP et son caractère constructible, et la demande de modification de l'emplacement réservé au sein de l'OAP. Les conclusions du commissaire enquêteur, la remise des conclusions avait été faite le 27 mai 2022, avec un avis favorable au projet, 5 réserves et 7 recommandations. Les 5 réserves qui ont été levées: la loi du 22 août climat et résilience doit être explicitement référencée. La mention de la loi est intégrée dans le rapport de présentation. Un échéancier prévisionnel d'ouverture à l'urbanisation doit être intégré aux orientations d'aménagement et à l'OAP, conformément à la loi du 20 août 2021 climat et résilience. Un échéancier complet de l'OAP et le rapport de présentation a été intégré. Présenter une étude globale pour SOQUA qui fasse apparaître les aménagements prévus et leur compatibilité avec les dispositions réglementaires qui s'appliquent. Un schéma global reprenant la localisation des projets, échéanciers et différents maîtres d'ouvrage intervenants a été produit et intégré pour information au sein du rapport de présentation. La quatrième réserve qui a été levée, c'était de prévoir une évaluation des incidences sur les territoires précis liés à l'extension urbaine en relation avec le rattrapage de la population, la périodicité des évaluations intermédiaires et des études d'impact étaient indiquées. Donc, les indicateurs visant à évaluer les effets du PLU sont complétés dans le rapport de présentation eux aussi. Et la cinquième réserve, qui était celle de produire une étude de densification des zones déjà urbanisées. Alors, les cartes d'analyse des capacités de densification ont été complétées avec un zoom précis et les limites cadastrales, le potentiel brut et net ont été précisés. En ce qui concerne les recommandations, comme l'a dit le maire, la majorité a été suivie des faits. Donc, la première, c'était de compléter les indicateurs de suivi du PLU, qui recoupent ce qu'on a vu juste avant. Donc, c'est fait dans le rapport de présentation. Le deuxième, la deuxième recommandation, c'était d'analyser le fonctionnement et la fréquentation des transports collectifs. C'est fait dans le rapport de présentation, ça a été ajouté. Le troisième, c'était de définir un échéancier global non limité à l'OAP. Alors, un échéancier des différentes opérations de densification, renouvellement urbain et en extension est intégré au rapport de présentation et l'OAP est complété. La quatrième, c'était de définir une méthode de suivi de mise en œuvre du PLU. Alors, toujours des indicateurs. Les indicateurs sont complétés dans le rapport de présentation. Ensuite, on avait 3 dernières recommandations qui étaient mettre en place un atlas de la biodiversité communale. C'est une recommandation qui ne peut être retenue, mais le projet intègre un état initial de l'environnement tenant compte des études de biodiversité réalisées. La 6e, c'était ajouter une OAP thématique sur la nature en ville. Là aussi, la recommandation n'a pas été retenue, car une OAP serait moins contraignante que les règles qui ont été instaurées en matière de protection de l'environnement, y compris en ville. Et enfin, la dernière, c'était d'ajouter une carte de synthèse synoptique de l'écosystème cibourien pour avoir une lecture simple et globale des réservoirs de biodiversité et corridors écologiques sur l'ensemble de la commune.
Une carte de synthèse de lecture de la trame verte et bleue est ajoutée à l'état initial de l'environnement. Donc, le bilan de la concertation, plus de 40 articles de presse, 11 articles parus dans le magazine municipal, des pages internet dédiées sur le site de la commune et de la CAPB, des publications sur les réseaux sociaux de la commune, la réalisation d'expositions à chaque étape de l'élaboration du projet, l'organisation de réunions d'information et de travail avec les associations, 6 ateliers et 5 réunions, l'organisation de 3 réunions publiques d'information et d'échange, 22 réunions de la commission d'urbanisme et la mise à disposition d'un registre de concertation. Donc, en ce qui concerne l'application du PLU, l'entrée en vigueur du PLU après l'accomplissement des formalités administratives de publicité, la substitution du PLU au règlement national d'urbanisme, qu'on appelle le RNU, et la consultation possible du dossier en version numérique et papier au siège de la CAPB et à la mairie. Et j'en ai terminé pour la présentation. Ah ouais, on a coupé. Je fais cette présentation. Y a-t-il des... Oui, donc oui, ça marche bien. Donc, y a-t-il des questions, des remarques? Oui, Monsieur Perry, vous avez la parole. Oui, merci Monsieur le maire. Je vais revenir sur la remarque que j'ai partagée avec vous en commission. Donc, en préambule, encore une fois, je partage avec vous l'importance de doter Cibourg d'un PLU et dans les grandes orientations, j'ai pas de divergence globalement. Voilà. Nous avons reçu le dossier complet rédigé, tel que disponible aujourd'hui. Donc jeudi dernier, le 10 à 21h19, ça fait 1600 pages. Donc vous comprenez bien qu'un examen dans le détail n'était pas possible. Malgré cela, je relève quand même, et malgré le grand travail qui a été fait de correction, rectification dans les derniers temps, je relève encore des choses telles que des problèmes de cohérence de zonage, des sujets qui ne manqueront pas d'interpeller sur la composition ou décomposition des ENAF, des réponses à des questions qui ne sont pas vraiment alignées sur la question, qui ne sont pas de vraies réponses, l'absence de prise en compte ou la mauvaise prise en compte du PAPAG, voilà, toutes sortes de, je ne parle pas des fautes d'orthographe, quelques points comme ça qui sont tout de même importants à mon sens, qui, je le crains, vont susciter pas mal de réactions. Malgré tout cela, Monsieur le maire, en responsabilité, je vais voter un avis favorable à ce PLU. Donc, en regrettant encore une fois, vous m'avez expliqué qu'on ne pouvait pas faire autrement, paraît-il, en regrettant le manque de délai pour peaufiner ce travail, et en espérant que cette exposition au risque ne compromettra pas l'avenir de ce PLU. Voilà, merci. Juste pour préciser sur le calendrier, j'ai quand même remarqué que le calendrier prévisionnel qu'on avait mis en place entre juillet et septembre 2020 a été étendu d'un semestre. Que l'ensemble, même si le dossier complet du dossier final vous a été transmis dans les délais réglementaires qui sont légaux, donc jeudi soir, je rappelle quand même que le dossier qui vous a été transmis n'est pas un dossier que vous avez découvert jeudi soir. Ce document a été quand même présenté, vous a été présenté plusieurs fois en commission, et comme ça a été rappelé, il y a eu un peu plus d'une vingtaine de commissions depuis 2020. À chaque fois, le sujet a été abordé, et quand il n'a pas été abordé, on nous a donné la possibilité à l'ensemble des élus d'apporter le sujet sur la table.
ce document aussi qui vous a été transmis, c'est le document qui vous a été transmis lors de l'enquête publique, donc en mai 2022. Donc, un document que vous avez lu parce que vous avez fait vous-même des contributions à l'enquête publique, et la plupart des contributions, je pense, ont été intégrées. Et là, on était sur la partie finale. Donc oui, certes, c'est un document de 1000 pages, mais vous n'avez pas pris connaissance des 1000 pages. Évidemment, mais dans la phase juste antérieure à cette parution, en fait, nous avions les intentions de correction. Vous partagez Très bien fait que nous avons partagé. Donc, certes, je ne découvrais pas, mais dans la mise en forme des réponses, la mise en forme d'une réponse est importante aussi. Tout à fait. Et je trouve, enfin, je vous ai donné un peu certains points que j'ai pu relever. Je crains, soyons bien d'accord, je crains que certains points n'exposent ce PLU à des interpellations. Voilà. On va dire, pour conclure, c'est-à-dire, oui, de toute façon, un PLU, il faut savoir que c'est un document d'urbanisme qui vit. Un document d'urbanisme qui vit durant toute son élaboration et qui continue à vivre après son élaboration, parce que si on voit les communes environnantes qui ont des PLU depuis fort longtemps, ils sont déjà à des 5e révisions ou modifications aussi. Donc c'est normal, c'est un document qui vit, on va dire ça comme ça. Et est-ce que ça a créé des questionnements? Oui, comme tout PLU. Je ne pense pas connaître un PLU qui n'a pas fait des contents et des mécontents. Il faut être preuve de fatalisme, monsieur le maire, c'est pas bien. Non, je suis réaliste. C'est bien mon territoire. Ok, merci. Merci à vous. Y a-t-il d'autres remarques ou de questions? Oui, Madame Durvier. Tout d'abord, évidemment, je ne reviendrai pas sur le document, sur le contenu du document, parce que je comprends la difficulté de mon collègue. Nous, ça fait quelques années quand même qu'on travaille dessus, et comme il n'y a pas eu de grand chamboulement prévu, ça fait très longtemps. Ça fait 20 ans. Donc, peut-être qu'on rigolera, peut-être. Ne rigolez pas trop, Madame la première adjointe, s'il vous plaît. Bien. D'abord, nous souhaitons en préambule mettre l'accent de nouveau sur l'importance que nous donnons à ce document pour réussir les grands enjeux à venir. Pour cette raison, nous ne jouerons pas le petit jeu des embûches politiciennes et, je pèse mes mots, obsessionnelles, dont nous avons pâti pendant des années. En 2021, lors de la présentation du document, nous avons été heureux de voir que le travail que nous avions mené pendant très longtemps vous a largement aidé. Et nous retrouvons ce soir un document largement inspiré. Comment pourrait-il en être autrement? Le foncier contraint de notre territoire, les préconisations urbanistiques et environnementales, ainsi que l'exigence de la production de logements sociaux ne donnent pas beaucoup de marge de manœuvre différentes. Nous connaissons les difficultés de l'élaboration de ce document. Aussi, nous souhaitons, nous aussi, remercier le travail de tous les acteurs, sans oublier les agents communaux et communautaires. Je finirai par une petite note qui me tient à cœur. Contrairement à ce que nous ferons ce soir en votant ce document, nous condamnons de nouveau les accusations honteuses dans la bouche de certains qui, à maintes reprises, ont mis en cause les compétences et l'honnêteté de chacun. Merci, je vous remercie. Merci, Mme Duverbier. Oui, comme vous l'avez dit, le PLU qu'on approuve aujourd'hui a été débuté en 2015 par votre équipe. Nous sommes basés sur le diagnostic environnemental qui a été mis à jour, le diagnostic territorial aussi qui a été mis à jour.
Mais je veux quand même souligner, je l'avais souligné durant le débat du PADD, le PADD aussi a été repris et des éléments, des éléments notables ont évolué. Je vais juste rappeler, même si c'est de l'histoire, et je sais que vous n'aimez pas trop que je revienne en arrière, mais pour comprendre cette historique de 20 ans d'élaboration d'un PLU à Cibourg, quand vous dites qu'au final, sous-entendez qu'on a repris votre projet, je rappelle que le PLU qui avait été à l'époque adopté en 2013 avait un projet de consommation de 30 hectares de foncier naturel et forestier. Aujourd'hui, on ne pourrait plus le faire. Le projet en 2015 comportait 10 hectares. On ne peut pas le faire. Mais on pourrait faire un peu plus de 6 hectares. Mais nous avons décidé de faire moitié moins. On s'est imposé cette diminution. À l'époque, vous étiez imposé une diminution de 10%. Je me rappelle. Donc, il y a quand même un changement plus que substantiel sur la consommation foncière sur ce PLU. D'autres éléments aussi qui permettent de diminuer cette consommation foncière, c'est le nombre et les pourcentages de logements sociaux par projet. En 2015, vous partiez sur des ratios maximum de 50% de mémoire, sauf sur des terrains ou des bâtiments appartenant à la ville, comme l'école Aristide Briand, mais sinon on était sur une base de 50%. Aujourd'hui, dans ce PLU, on va jusqu'à 75%. Et dans l'OAP, dans la seule OAP qu'on a dans ce projet, dans ce PLU, on part sur 75%. Et puis, on pense qu'on pourra le réaliser parce qu'on est déjà en discussion. Sur le volet économique, de mémoire toujours, vous centrez le développement économique seulement sur un volet touristique, de tourisme. C'est un fait, on est une ville balnéaire qui vit du tourisme aussi, mais il n'y a pas que ça. Et on a voulu aussi renforcer dans notre PADD et dans notre PLU la vocation portuaire historique de la ville de Cibourg, mais aussi une vocation aussi commerciale et d'attractivité, c'est pour ça qu'on a mis des linéaires. Et en deuxième temps, la ZAD de Lancan, qui pour l'instant n'a pas de projet en soi, hein, on est seulement sur de l'acquisition, mais qui devra aussi prendre en compte un volet économique. Donc, je suis très content et ravi que l'ensemble des élus du conseil municipal de Cibourg et des différents groupes approuvent ce PLU. C'est un fait assez rare. Oui. Vous me permettez juste une petite remarque. Oui. J'espère que la méthode Coué marchera, parce que c'est vrai que... Mais je pense qu'il y a des obligations. Il faut pas détourner les choses. Il faut dire la vérité. Le PLU, c'est une grande difficulté. Je sais et je ne serai pas de celle qui vous condamne ou qui sourit sous le manteau. Je pense que c'est très difficile. Maintenant, je pense qu'il faut une honnêteté. Quand vous dites que vous, par une grande notion de préservation des zones naturelles, c'est une obligation, monsieur le maire. L'article du Sud-Ouest de ce matin, évidemment, le pourcentage que vous allez obtenir dépend des années de référence. Donc c'est pour ça que venait la difficulté. Mais l'obligation de ne pas dépasser 50% des espaces déjà gagnés sur les espaces naturels, c'est une obligation. Vous vous trompez. Quand j'ai vu, oui, bien sûr. Quand j'ai vu votre présentation, je vous assure que je me suis souvenu de nombreuses réunions que nous avons faites avec le cabinet d'études et où nous avions les mêmes préconisations. Mais je vous souhaite de réussir, je vous souhaite que les gens coopèrent, parce que je pense que c'est pour le bien de notre commune et c'est, à mon avis, la seule chose qui compte. Juste sur la fin de votre intervention, je suis tout à fait d'accord, c'est pour le bien de la commune. Juste sur la partie consommation foncière des 50%. Les 50%, c'est une recommandation. C'est en aucun cas une obligation. Voilà. Je vous rappelle, lorsque vous aviez fait votre PLU, vous étiez limité à une baisse de 10%. Vous auriez pu aller à 20%, 30%, 40%, 50%. Je vous ai dit 10%. C'est quelque chose qui vous appartient. Nous, on est parti sur 50%.
et pourquoi on réussit à diminuer tout en produisant, c'est-à-dire en ayant les mêmes objectifs de production de logements sociaux par rapport à la loi SRU qui s'impose de la même manière, c'est qu'on a augmenté, entre autres, les ratios. Donc voilà. Les 50%, ce n'est pas une obligation légale, c'est une recommandation, et on se l'est imposé. Et je pense, si je ne me trompe pas, que ça doit être le PLU de la côte basque au moins, qui doit consommer le moins d'espaces naturels forestiers. Donc, je propose qu'on passe au vote. Oui, si tu veux. Vas-y, pour information. Alors, je précise que dans le règlement, il manquait dans le listing la zone NER 4 qui a été ajoutée et qui va être présentée comme telle au niveau de l'agglo. C'est juste dans le listing une zone, c'est la zone humide qui se trouve au sud de l'autoroute, dans la partie 4 du SPR. Voilà. Et donc on l'a ajoutée. Elle était sur le plan, mais pas dans le listing qui reprenait les différentes zones du plan. Donc ça a été rectifié. On a fait concorder le plan et le règlement. Je vous propose qu'on passe au vote. Donc, qui s'abstient, qui est contre, et c'est approuvé à l'unanimité. Et je vous en remercie. C'est assez rare pour le préciser. Et bravo à tous et à tout le monde et à l'ensemble des membres du conseil municipal de Cibourg. Je vous en remercie. Je propose qu'on continue parce qu'il y a encore des points. Donc on passe, si je ne me trompe pas, au point 2, la constitution d'une servitude au profit d'Enedis, parcelle cadastrée, section AK numéro 401 de la presqu'île des Récollets. Le rapporteur est monsieur Dufour. Oui, alors par cette délibération, il s'agit d'autoriser la constitution d'une servitude au profit d'Enedis pour prévoir le raccordement du bâtiment des Récollets. Est-ce qu'il y a des questions ou des remarques? Parce qu'on passe au vote, qui s'abstient, qui est contre, et c'est adopté. On passe au chapitre 5, culture, patrimoine et vie associative. Programme de rénovation et de réaménagement de la médiathèque François Hospide. Rapporteur madame Dutour. Donc, par cette délibération, il s'agit donc d'approuver le programme de rénovation de la médiathèque. Le projet donc a été présenté en détail en commission culture, patrimoine, vie associative. On a présenté notamment le travail de réflexion, les différentes étapes qui ont été menées, le travail de mise en œuvre du projet culturel, donc, qui est une obligation dans le cadre de ce type de projet. Et l'objectif, donc, c'est bien évidemment de recréer un équipement moderne, accessible et interactif, en le dotant d'équipements numériques notamment. Tout le monde, je pense, en tout cas en commission, on a tous partagé le constat qu'aujourd'hui, on est sur un équipement vieillissant, peu adapté, pas accessible. En termes de numérique, il n'y a même pas de borne Wi-Fi notamment. Donc en tout cas, ce travail a été mené pendant une année. Et donc aujourd'hui, avec cette délibération, donc, on acte ce projet-là. Et vu que ce travail se fait en collaboration avec la Biblio 64, donc, qui est l'antenne du conseil départemental des Pyrénées-Atlantiques, qui viendra en appui sur le volet investissement, notamment sur le changement de mobilier et l'équipement numérique. Cette délibération, en tout cas, nous permettra de déposer un dossier de demande de financement, puisqu'ils interviendront à hauteur de 40% de la dépense engagée. Il y a des questions ou des remarques? Il n'y en a pas. On passe au vote. Qui s'abstient, qui est contre, et c'est approuvé. On passe au dernier point. Toujours sur le même thème, réseau de lecture publique, convention de lecture publique 2022-2024. En réseau depuis 2007, donc autour du réseau des bibliothèques de la Rune, qui réunit donc 7 communes, 5 équipements avec des agents municipaux, 2 équipements associatifs. La tête de réseau, c'est la médiathèque de Saint-Jean-de-Luz. Et donc là, on vous propose de renouveler la convention pour les 3 années qui sont devant nous, avec des objectifs, le développement du réseau, en tout cas le confortement, on va dire, des actions qui sont développées au niveau du réseau, la création d'une réserve mutualisée. En fait, c'est un équipement qui permet d'avoir des roulements de fonds entre les différentes bibliothèques, et la réflexion pour la mise en place d'une carte unique, avec aussi la mise en place de la gratuité au niveau de l'ensemble du réseau.
Y a des questions? Oui, Madame Duverbier, vous avez la parole. Juste une petite précision, cette convention date de quand? 2007. Hein. Le réseau, il existe depuis 2007, et Merci. donc ce sont des... Je sais. Merci, madame. C'était juste une petite précision. Toutefois. Ah, mais puisque vous savez, vous ne posez pas de questions. Allez. Bon, il n'y a pas d'autres questions, de remarques? Non. Je propose qu'on passe au vote. Qui s'abstient, qui est contre, et c'est adopté à l'unanimité. Je vous remercie. L'ordre du jour est épuisé étant donné qu'il n'y a pas de questions diverses. Je vous remercie. Je vous souhaite une bonne soirée. Milesh Cardenay.